Être coincé sous terre sans issue, face à une silhouette inconnue, c'est un genre de peur primitive que je ne souhaite à personne. En février 2018, après plusieurs jours de pluie soutenue, le niveau de la nappe phréatique avait monté au point d'envahir partiellement un réseau de grottes que je connaissais plutôt bien. Avec quelques amis, on a eu l'idée brillante de transformer ça en expédition aquatique. On savait que certaines galeries ne seraient pas complètement submergées, alors on s'est lancé. On est tombé sur un passage qu'on connaissait par cœur, un boyau bas d'environ 75 cm entre le sol et le plafond. En temps normal, on le traversait à quatre pattes sans problème. Cette fois, l'eau y était montée presque jusqu'au plafond, ne laissant que 5 à 7 cm d'espace libre. Évidemment, avec le recul, c'était une décision franchement débile, mais sur le moment, ça paraissait gérable. On s'est donc allongé sur le dos et on a commencé à flotter dans le tunnel, le nez littéralement collé à la voûte de pierre pour pouvoir respirer. À un endroit, une excroissance rocheuse m'a forcé à plonger brièvement le visage entièrement sous l'eau pour passer. J'ai senti mon cœur s'accélérer instantanément, ce genre de moment où tu te rends compte que tu n'as aucune marge d'erreur. Le tunnel s'est finalement élargi après une vingtaine de mètres, nous laissant reprendre notre souffle, cette fois sans avoir à épouser le plafond. Ce n'était pas très long en distance, mais dans ce genre de conditions, chaque seconde paraît durer une éternité. C'est probablement l'un des trucs les plus idiots que j'ai fait là-dedans, et j'en ai fait pas mal. Mais bon, on est sorti de là, trempé, un peu secoué et un peu plus lucide pour les prochaines fois. J'ai commencé la spéléologie il y a quelques mois, pendant un road trip dans l'ouest des États-Unis. C'est un pote rencontré là-bas qui m'a initié. Il faisait ça depuis des années, connaissait les coins paumés, les grottes non cartographiées, les boyaux étroits qu'on n'oserait même pas appeler des tunnels. On a commencé simple, des cavités accessibles, peu profondes, pas de descente en rappel, juste du ramping léger. Mais ça m'a accroché. L'idée de disparaître sous la surface, de suivre un chemin que peu de gens prennent. Un truc primitif, presque animal. Ce jour-là, on avait repéré une ouverture discrète au pied d'un canyon sec. Rien de spectaculaire, juste une fissure horizontale entre deux couches de roches, qu'on pouvait à peine distinguer sans se pencher. Mon pote était déjà passé par là quelques années plus tôt, m'avait dit que ça menait à un petit réseau pas trop dangereux. Pas très profond, mais avec des passages assez serrés. L'entrée donnait sur un tube d'1 mètre de diamètre à peine. J'ai attendu qu'il passe devant, puis je me suis glissé à mon tour. Au début, tout allait bien. La roche était sèche, stable, le tunnel régulier. Je rampais lentement, en contrôlant ma respiration. Mais après quelques mètres, le conduit s'est rétréci. Pas de manière brutale, juste assez pour me forcer à m'aplatir complètement, les bras tendus devant moi. Ce n'était pas la première fois que je me faufilais dans un passage aussi étroit, mais celui-là avait quelque chose de différent. C'est là que j'ai commencé à le sentir. Une sensation étrange dans mon ventre, une tension diffuse. Comme si les murs eux-mêmes pulsaient doucement. Au début, j'ai cru que c'était moi, mon propre corps qui faisait vibrer la roche à chaque respiration. Mais plus j'avançais, plus cette impression devenait claire, ça venait de l'extérieur. Un souffle lent, étouffé. À peine une vibration, mais régulière. Pas le bruit du vent. Pas un courant d'air. Quelque chose de plus organique. Je me suis arrêté un instant, immobile, allongé contre la roche. La lampe frontale éclairait à peine les détails du boyau, et tout autour de moi, la pierre semblait se contracter très légèrement. Comme si elle respirait. Je me suis forcé à bouger. Sans y penser. Mètre après mètre, je continuais à ramper, le ventre contre le sol, le dos presque plaqué au plafond. La fissure n'était pas censée changer de taille, mais j'avais l'impression que par moments elle se resserrait autour de moi. Je savais que ça devait être psychologique. Le manque de lumière, la chaleur, le poids de la roche. Le cerveau invente ce qu'il ne comprend pas. Et pourtant à plusieurs reprises, j'ai eu cette sensation fugace que la grotte réagissait à ma présence.
qu'elle m'évaluait. Rien de brutal. Juste cette impression que la roche respirait. Que j'étais dans quelque chose, et pas simplement sous terre. Je me suis forcé à me répéter que ce n'était rien. Que c'était normal. Que j'avais déjà rampé dans des fissures plus étroites, plus longues. Mais même après être ressorti, bien plus tard, cette idée ne m'a pas quitté. Ce n'était peut-être pas la mort qui m'attendait ce jour-là, mais une bonne commotion cérébrale n'aurait pas été surprenante. C'était l'une de mes toutes premières explorations souterraines, à une époque où ma confiance en moi dépassait largement mon bon sens. Je suis arrivé devant une faille étroite, si mince que j'ai dû enlever tout mon équipement pour passer, casque compris. Erreur monumentale. En rampant à travers ce passage, quelque chose est venu se loger dans mon œil, un petit grain ou un éclat de poussière. Par réflexe, j'ai tourné brusquement la tête, pensant qu'un caillou venait de tomber. Sauf que dans un espace aussi confiné, secouer la tête, c'est comme lancer une boule de flipper. Mon crâne a rebondi d'un mur à l'autre, chaque choc envoyant une onde de douleur immédiate. À chaque impact, je reculais d'1 centimètre pour frapper l'autre paroi. Et au lieu de m'immobiliser comme une personne raisonnable, j'ai continué à bouger dans tous les sens, comme si la panique allait m'en sortir. Franchement, c'était aussi ridicule que douloureux. Quand j'ai enfin réussi à me calmer, je suis resté allongé là un moment, étourdi, la tête battante, à essayer de reprendre mes esprits. J'avais quelques éraflures, mais surtout des bosses et une bonne leçon de reçu. Après un moment de repos, j'ai décidé de rebrousser chemin. Ce jour-là, j'ai appris que l'instinct ne remplace pas un casque, et que dans les grottes, chaque geste compte. Ce n'est pas moi, mais mon grand frère qui a vécu ça, et c'est sans doute l'histoire la plus folle qu'il raconte encore aujourd'hui comme si c'était une médaille de guerre. Il s'était aventuré seul dans une grotte profonde, bien plus loin que ce que les gens explorent en général. À un moment, alors qu'il courait, il ne dira jamais pourquoi il courait, mais on sent bien que c'était pas juste pour l'exercice, il s'est retrouvé nez à nez avec un cougar. Un vrai face-à-face, à quelques mètres, dans la pénombre. Pris de panique, il a tout lâché, sac, outils, lampe frontale. Il a glissé, chuté lourdement, et dans la chute, sa lampe s'est brisée. Noir total. Dans cette obscurité oppressante, il a senti son pied se coincer dans une anfractuosité du sol. Le genre de moment où tout devient silencieux, sauf les battements de ton propre cœur. Puis, il a repensé aux fusées éclairantes qu'il gardait dans une poche de son pantalon. Il a réussi à en sortir une à tâtons, l'a craqué juste au moment où la bête bondissait vers lui. Le feu lui a brûlé la patte, la faisant reculer, mais elle a commencé à tourner autour de lui, grognant, les yeux brillant dans la lumière rouge du phare. Coincé, un pied coincé et l'autre prêt à flancher, il a tiré de toutes ses forces. Il s'est délogé le pied, en se fracturant la cheville. Il a quand même réussi à sortir de là en sautant à cloche-pied sur toute la dernière portion du tunnel, tenant la fusée comme une arme. À peine arrivé à l'entrée de la grotte, le cougar l'a rattrapé et lui a planté les crocs dans la jambe. Il garde une cicatrice impressionnante de cette morsure, qu'il adore exhiber pendant les barbecues familiaux. Dans un dernier réflexe désespéré, il a allumé une autre fusée et l'a enfoncée directement dans la gueule de l'animal. Il s'est brûlé sévèrement, mais la bête l'a relâché. Son campement était installé juste à l'extérieur. À peine arrivé, il a pris le fusil hypodermique qu'il gardait au cas où et a tiré plusieurs fléchettes tranquillisantes sur le félin. Sauf qu'il a tiré une dose bien trop élevée, et le cœur du cougar n'a pas tenu. Il boitille encore un peu les jours de pluie, et sa jambe est un champ de cicatrices. Mais il ne s'en est jamais vraiment remis, dans le bon sens. C'est devenu son histoire phare, son trophée verbal, et à chaque réunion de famille, il sort sa jambe comme un vieux pirate exhibe son trésor. Je n'ai jamais prétendu être un expert en spéléologie, mais j'y ai trouvé, au fil du temps, une forme d'équilibre que je n'arrivais pas à atteindre ailleurs, en surface. Il y a quelque chose dans la manière dont le monde se referme sur toi, dont la roche t'enveloppe et t'isole de tout, qui te force à ralentir,
à écouter ce que tu portes à l'intérieur. Pas de réseau, pas de lumière naturelle, aucun repère sonore. Juste ton souffle, ton cœur, le grattement de tes coudes contre la pierre. Ce jour-là, j'étais seul, ce qui, en soi, n'était pas raisonnable. Mais je connaissais le secteur, j'avais étudié les cartes, les reliefs, les entrées, les sorties, et la cavité en question était relativement simple, sans descente technique ni puits verticaux, juste un réseau de boyaux bas, parfois étroits, mais stable et sec. L'ouverture était difficile à repérer, nichée dans une faille du canyon, masquée par des broussailles et une couche de poussière soufflée par le vent. Il fallait se mettre à plat ventre pour passer les premiers mètres. Rapidement, la lumière extérieure s'est estompée, remplacée par ce noir profond et épais que seule la terre peut offrir. Ma frontale tranchait le vide comme une lame, révélant à chaque mouvement les parois granuleuses, les angles fracturés, les minuscules gouttes d'eau accrochées ici et là. Je progressais lentement, avec méthode, en prenant soin de mémoriser les contours, de garder en tête chaque virage, chaque resserrement, chaque bifurcation. Je n'étais pas à l'aise, mais je ne ressentais aucune menace. Juste cette tension constante que provoque l'espace trop restreint, ce léger inconfort qui ne te quitte jamais vraiment quand tu rampes dans un conduit ou même respirer semble occuper trop de place. Après un moment, je ne sais pas combien de temps exactement, car la notion d'heure devient floue là-dessous, j'ai ressenti le besoin étrange de m'arrêter. Non pas parce que j'étais fatigué ou en difficulté, mais simplement parce que quelque chose dans l'atmosphère avait changé. J'ai coupé ma lampe, par réflexe, comme pour sonder le noir lui-même, pour écouter ce que la roche ne disait pas. Et c'est là que je l'ai vu. Au loin, droit devant, une lumière. Infime, pâle, presque imperceptible, comme une braise que l'on aurait abritée du vent, suspendue dans le vide, là où aucun câble ne pouvait logiquement l'alimenter, là où aucune torche, aucune installation humaine n'aurait pu être fixée. Elle semblait flotter, sans source ni support, stable, comme si elle m'attendait. Pendant plusieurs secondes, je suis resté allongé là, immobile, le visage tourné vers elle, incapable de comprendre si ce que je voyais était réel ou le fruit d'un cerveau en manque de stimuli. J'ai rallumé ma frontale d'un geste hésitant, et aussitôt, la lumière a disparu. Le tunnel n'avait rien d'exceptionnel. Juste de la roche, de la poussière, du silence. J'ai continué, lentement, centimètre par centimètre, en essayant de rationaliser ce que je venais de voir, de me convaincre qu'il s'agissait d'un effet de rémanence dans la rétine, d'un reflet improbable, peut-être même d'une hallucination passagère due au manque d'oxygène ou à la tension accumulée. Et pourtant, au fond de moi, quelque chose me disait que ce n'était pas une illusion. Arrivé à quelques mètres de l'endroit où j'avais aperçu cette étrange lueur, j'ai de nouveau éteint ma frontale, le cœur battant un peu plus fort cette fois, comme si une partie de moi anticipait déjà ce qui allait se produire. Et la lumière était revenue. Plus proche. Plus nette. Elle ne clignotait pas, ne bougeait pas. Elle semblait flotter juste au-delà du mur noir, comme une présence discrète, attentive, parfaitement consciente de ma progression. J'ai tendu le cou, cherchant à percevoir un détail, un indice de ce que cela pouvait être, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est éteinte. Pas doucement. Brutalement. Comme si quelque chose l'avait soufflé. Et dans le silence qui a suivi, dans l'obscurité totale qui m'a submergé, j'ai senti un souffle chaud glisser contre ma nuque. Pas un courant d'air naturel, pas un déplacement d'air lié à mes mouvements, non, un souffle court, précis, dirigé. Il avait cette qualité organique que l'on reconnaît sans réfléchir. Quelque chose de vivant, tout près. Trop près. Je n'ai pas bougé. Je n'aurais pas pu, même si je l'avais voulu. Chaque muscle de mon corps s'était figé, comme si la roche elle-même me retenait. J'attendais un son, un mouvement, un contact. Mais rien ne venait. Le souffle avait disparu aussi vite qu'il était apparu. Quand j'ai finalement réussi à rallumer ma frontale, il n'y avait rien derrière moi. Le tunnel était vide, silencieux et inerte. Et pourtant, l'air semblait légèrement plus tiède, comme si quelque chose s'était trouvé là, juste un instant plus tôt. Je suis ressorti lentement, sans courir, sans paniquer, mais avec cette impression tenace que chaque recoin de la grotte,
chaque paroi autour de moi, m'observait désormais en silence. Je rampais au-dessus d'une crevasse, sur une étroite bande de roches à peine assez large pour poser les mains et les genoux. De chaque côté, le vide. Impossible de savoir si cette faille avait une fin ou si elle plongeait dans l'obscurité pour toujours. La seule certitude, c'était la mort en dessous. Mon frère, juste derrière moi, avançait dans l'obscurité avec sa lampe brisée, n'éclairant presque rien. Le reste du groupe avait continué en avant avec le sac, et nous nous étions retrouvés seuls, à tâtons, dans le noir. Une autre fois, je me suis retrouvé coincé dans un boyau étroit, tellement bas qu'il était impossible d'y ramper. Il fallait se traîner à la force des coudes, centimètre par centimètre. Derrière moi, une femme un peu ronde pleurait sans arrêt. Sa lampe ne fonctionnait plus non plus. Elle était terrifiée, sa respiration résonnait dans le tunnel comme un écho d'angoisse. Si ce passage se terminait sur une impasse, c'en était fini de nous deux. Je ne sais même pas comment on s'est retrouvé dans cette situation. Encore une fois, on avait perdu le groupe, et personne n'avait de sac. Pas de corde, pas de nourriture, pas de plan. Avec le recul, je crois que c'est moi qui ai mal évalué la direction à prendre. Alors j'en assume la responsabilité. Je suis spéléologue depuis maintenant une bonne dizaine d'années. C'est une passion que je partage avec mon père depuis que je suis gamin. Ce qu'on aime, ce ne sont pas les grottes faciles, touristiques, balisées à la lampe frontale. Non. Nous, on cherche les endroits oubliés, les fissures invisibles à l'œil nu, les boyaux étroits que personne n'a envie de traverser. Là où le silence est total, où la roche te parle si tu tends assez l'oreille. Là où t'as plus de réseaux, plus de repères, juste ton souffle et le craquement de tes genoux sur la pierre. C'est dans un de ces coins paumés que j'ai vécu l'expérience la plus flippante de ma vie. Un souvenir encore net, presque trop. On explorait une faille dans un vieux réseau calcaire du sud, un truc pas répertorié, que mon père avait repéré sur une vieille carte topographique. En fouillant un peu, on est tombé sur une ouverture, une sorte de fente horizontale, tellement étroite qu'on pouvait à peine y glisser le torse. Mais ce qui nous a intrigués, c'est le sol, il y avait comme du sable. C'était étrange, presque irréel dans cet environnement, mais d'un côté, c'était aussi pratique, ça rendait le frottement contre la roche moins agressif. Et au pire, on se disait qu'on pouvait toujours dégager un peu autour pour passer. J'ai commencé à ramper, doucement, le casque raclait la voûte, mes bras poussaient mon corps centimètre par centimètre. Mon père était derrière, il m'éclairait pendant que je progressais. Mais à un moment, j'ai senti une douleur aiguë au niveau du ventre, comme un pincement violent, sec, qui ne ressemblait pas au frottement habituel. J'ai voulu reculer tout de suite, mais le mouvement inverse faisait tout aussi mal. C'était comme si j'étais pris au piège. Mon cœur s'est emballé, j'ai paniqué. J'ai hurlé à mon père que j'avais mal, que quelque chose n'allait pas. Et dans un élan de panique, j'ai tiré violemment en arrière. Je me suis arraché. Littéralement. Quand j'ai réussi à sortir de cette foutue fissure, j'ai senti l'air glacial contre ma peau. J'ai baissé les yeux. Mon manteau était déchiré sur toute la longueur, et dessous, mon ventre saignait. Pas un petit saignement, non, une bonne entaille, rouge vif, net. Mon père a blêmi. Il m'a aidé à m'allonger, a sorti la trousse de secours. On a nettoyé tant bien que mal. Je pouvais marcher, mais on savait que l'exploration était terminée pour aujourd'hui. Mais le plus dérangeant, c'est ce qu'on a découvert en repartant. On est retourné près de la fissure, avec plus de lumière, et c'est là qu'on a vu. Quelqu'un avait placé, délibérément, des lames fines, presque invisibles, sur les bords intérieurs du passage. Des morceaux de métal aiguisés, dissimulés dans le sable, comme des pièges. Pas de rouille. C'était récent et intentionnel. Je te jure que j'en ai encore froid dans le dos rien que d'y repenser. Pas juste à cause de la blessure, qui m'a valu quelques points de suture. Mais parce que quelqu'un, quelque part, avait prévu qu'un curieux comme moi rentre dans ce passage.
et que ce curieux en ressorte en sang. Depuis, je fais 2 fois plus attention. Et j'évite les endroits trop silencieux. Je visitais une ancienne mine de plomb, assez connue dans la région, mais ce jour-là, j'avais décidé de ne pas emprunter l'entrée habituelle. À la place, j'étais passé par un ancien chemin bien plus bas sur la colline, dans l'idée d'explorer les galeries inférieures, celles que la plupart des visiteurs ne voyaient jamais. Au bout de quelques dizaines de mètres, je suis tombé sur ce que je pensais être la base d'un stop que j'avais déjà observé depuis l'entrée supérieure. Un stop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une excavation verticale ou très inclinée, là où les mineurs suivaient une veine de minerai en la creusant sur plusieurs niveaux. Le genre de vide impressionnant qui relie différentes galeries comme un puits décharné. J'ai avancé dans cette section sur une vingtaine de mètres, fasciné par les concrétions minérales qui s'étaient formées au fil des siècles. Des coulées de pierres sculptées par le temps, comme des rideaux figés de minéraux. Et puis, sans prévenir, j'ai senti le sol bouger légèrement sous moi. Une sorte de rebond, à peine perceptible, mais assez pour glacer le sang. Je me suis figé sur place. J'ai donné un petit coup de botte pour dégager la couche de boue qui recouvrait le sol. Ce n'était pas de la roche. C'était du bois. Un vieux plancher. D'apparence solide, mais en réalité, il avait probablement passé plus d'un siècle à absorber l'humidité et à pourrir lentement dans l'obscurité. Et là, j'ai compris, je n'étais pas sur la base du stop, mais sur un faux plancher. Un de ces aménagements que les mineurs d'autrefois installaient pour travailler en hauteur, souvent suspendus au-dessus de vides insondables. Peut-être qu'il n'y avait que quelques mètres en dessous, ou peut-être qu'il y avait un puits de 40 mètres, ou plus. Impossible à dire. Je n'ai jamais ressenti une peur aussi pure et immédiate. Chaque pas que j'avais fait, chaque mouvement, aurait pu suffire à faire céder ce bois pourri. Lentement, presque en apnée, j'ai commencé à reculer. Je plaçais mes pieds exactement là où je voyais l'empreinte de mes précédentes foulées, en espérant que les points qui avaient tenu une première fois tiendraient encore. Quand j'ai enfin retrouvé un sol de pierre ferme, j'ai senti mes jambes fléchir. Sentant de bois détrempé. C'était tout ce qui m'avait séparé d'une chute dont je ne serais pas remonté. Je ne saurais pas vraiment dire s'il s'agissait de spéléologie ou d'exploration de grottes, la différence m'échappe encore, mais ce jour-là, ma famille, quelques amis et moi étions en plein cœur d'un réseau souterrain assez profond. Sur le chemin du retour, on a repéré une fente dans la roche, à peine à hauteur de genoux. En se couchant à plat ventre, il était possible de s'y faufiler, et ce boyau menait à un espace de rampement, étroit, enfoui dans la pierre. La voûte du passage était tapissée de quartz. Un plafond cristallin, comme un trésor caché dans un monde minuscule. On y est tous allés un par un, et pour ceux qui ont du mal avec les espaces clos, c'était l'enfer incarné. À certains endroits, on pouvait sentir la pierre contre son dos et son ventre à chaque inspiration. C'était étroit au point où respirer modifiait ton rapport à l'espace autour de toi. Mais c'était magnifique, irréel, comme si on avait trouvé une grotte secrète sculptée pour des créatures bien plus petites que nous. Je me suis faufilé jusqu'au bout du passage, là où il tournait légèrement vers la gauche, bloqué par des stalactites et des stalagmites de sédiments. On était tous émerveillés, perdus dans cette bulle souterraine, quand j'ai senti les premières gouttes sur mon dos. Au début, ce n'étaient que des filets, mais très vite, ils se sont transformés en ruissellements plus francs. Dehors, il pleuvait, et avec la forme du tunnel, qui descendait avant de se stabiliser, on s'est rapidement rendu compte que l'eau allait s'y accumuler. Et qu'elle ne pouvait s'évacuer que par le trou d'entrée. On a fait demi-tour en urgence. Un par un, on a commencé à ramper vers la sortie, mais c'était trop lent. Le plafond était toujours aussi bas, les cristaux encore plus tranchants dans la précipitation, et l'eau montait. J'étais le plus éloigné de l'entrée, juste derrière mon frère, et j'ai senti la panique me gagner. La moindre avancée me demandait un effort colossal, les murs semblaient se resserrer à chaque mouvement, et l'eau, elle, ne ralentissait pas. Quand elle a atteint mon menton, j'ai vraiment cru que j'allais m'y noyer. Mon corps entier tremblait, et chaque mouvement de bras ou de jambes était accompagné d'un bruit d'eau qui se refermait derrière moi.
J'ai rampé, raclé, poussé contre les parois, le visage à quelques centimètres de l'air libre, jusqu'à enfin voir la lumière de l'entrée. J'ai émergé, ruisselant, les lèvres juste au-dessus de l'eau. Tout le monde s'en est sorti, trempé, choqué, mais sain et sauf. Mais ce passage-là, ce boyau brillant et piégeux, il est resté quelque part dans ma mémoire. J'en parle rarement, et franchement, je n'ai aucune envie d'y retourner. Quand j'étais plus jeune, je me croyais invincible. Un jour, alors que j'explorais une grotte depuis environ 1 heure, je me suis retrouvé dans un passage étroit, une sorte de fissure sinueuse qui ne laissait à peine assez de place pour passer de profil. Si on avait pu en faire une coupe transversale, elle aurait eu la forme d'un sablier, ou plutôt une succession de sabliers empilés, larges au niveau des épaules, très resserrés à la poitrine, de nouveau plus spacieux au niveau des hanches, puis à nouveau étroits vers les pieds. Après avoir avancé une dizaine de mètres dans cet étroit boyau, le sol a soudain disparu sous mes pieds. Pour ne pas tomber, j'ai dû appuyer mes pieds contre les parois, toujours de profil, tout en me faufilant dans la partie supérieure du passage. Je ne voyais rien en dessous de moi, tout se faisait à l'aveugle, uniquement au toucher. Et puis, sans prévenir, mes 2 pieds ont glissé presque simultanément. J'ai chuté de quelques centimètres avant de me rattraper avec mes poignets, mes coudes et le bas de ma cage thoracique, coincés dans l'étroite partie centrale du sablier. J'ai essayé de me hisser, mais mes bras manquaient de prise. Je tâtais avec mes pieds pour trouver un appui, mais il n'y avait rien. L'angoisse montait doucement, même si je tentais de garder mon calme. À force, mes bras ont commencé à faiblir, et je me suis mis à glisser lentement vers le bas, coincé de plus en plus profondément. J'ai alors remarqué un détail glaçant, à chaque expiration, mon corps descendait d'1 centimètre, et bientôt, la roche me serrait si fort que je n'arrivais plus à respirer pleinement. C'est à ce moment-là que la panique a pris le dessus. Je me suis mis à remuer frénétiquement les jambes, espérant toucher un rebord ou quelque chose de solide, mais ce faisant, je ne faisais qu'empirer la situation en m'enfonçant davantage. Je commençais à suffoquer, incapable de remplir mes poumons, et j'ai compris que si je restais là, je risquais de perdre connaissance et de tomber dans un vide dont je ne connaissais ni la profondeur, ni l'issue. Je ne sais pas pourquoi ni comment cette idée m'est venue, mais j'ai posé un pied contre chaque paroi du goulet et j'ai poussé de toutes mes forces. Ce geste m'a permis de retrouver un semblant de levier, suffisamment pour me hisser un peu et reprendre une respiration plus ample. En reprenant ce système de pousser avec les pieds, centimètre par centimètre, j'ai continué à me déplacer jusqu'à ce que le sol remonte enfin sous moi. J'ai pu me remettre debout, le corps en sueur, les muscles tremblants, mais surtout vivants. Imagine une grotte qui ressemble à une cathédrale de cristal. Des salles immenses, des formations minérales irréelles, des reflets verts, bleus, argentés sur les parois. C'est ça, le Chuguilla, une des grottes les plus fascinantes et les plus belles du monde, cachée sous le désert du Nouveau-Mexique. En 1991, une équipe de spéléologues passionnés part en expédition pour cartographier de nouvelles branches de la grotte. Ils sont 5, bien préparés, enthousiastes. Ils avancent profondément, découvrent des chambres encore jamais vues, notent chaque détail. C'est de l'exploration pure. Mais alors qu'ils passent un couloir étroit, un craquement sourd les arrête. Une partie de la paroi s'effondre derrière eux. Pas de blessés, mais le passage est bloqué. Plus de retours possibles. Les radios passent mal. Le CO s'accumule légèrement. Et ils savent que personne ne viendra avant plusieurs jours. Alors ils s'organisent. Ils rassemblent leur matériel, rationnent eau et nourriture, notent tout dans un carnet. La tension monte parfois, mais chacun connaît son rôle. Ils se parlent, s'endorment par roulement, se soutiennent. Leur formation et leur sang-froid font toute la différence. Pendant ce temps, les collègues restés à l'extérieur s'inquiètent. En ne les voyant pas ressortir, ils préviennent les secours. Une autre équipe est envoyée. Elle met plusieurs jours à trouver le bon chemin, à localiser l'endroit de l'effondrement, puis à rouvrir un passage. La structure est instable,
la roche menace de tomber à chaque instant. Mais au bout de 4 jours, les piégés entendent enfin des voix. C'est la délivrance. Fatigués, crasseux, mais sains et saufs, ils sortent, les yeux plissés à la lumière du jour. L'expérience les a changés. Pas traumatisés, non. Mais marqués par l'humilité que cette grotte leur a imposée. Une obscurité totale, épaisse, presque vivante. On faisait une visite guidée dans une grotte du Tennessee, dernière sortie de la journée. Il y avait tellement de monde que le gars à l'accueil a décidé de couper le groupe en 2. La première moitié est partie en avance avec un guide, et il nous a dit qu'il nous rejoindrait dès que l'entrée serait dégagée. Sauf qu'apparemment, il n'a jamais expliqué ça au premier guide. Alors, en pensant que tout le monde était déjà ressorti, ce dernier a coupé le courant et fermé la grotte pour la nuit. On était à mi-chemin de la visite quand les lumières se sont brutalement éteintes. Rien. Pas un filet. Pas même une lettre d'urgence. Juste du noir, épais, total. Notre guide avait une lampe torche, mais elle éclairait à peine pour une personne. Il a essayé d'appeler à la radio, sans succès. Finalement, il nous a demandé de rester là pendant qu'il retournait seul vers la sortie pour remettre le courant. On s'est retrouvés à une dizaine dans le noir absolu, sans la moindre idée du temps qui passait. Au début, on rigolait un peu nerveusement. Puis le silence s'est installé, et avec lui, cette sensation étrange que les ténèbres bougeaient autour de nous. Mon cerveau a commencé à me jouer des tours. Je voyais des ombres passer devant moi, sentais presque des formes se glisser à mes côtés. C'était juste mon esprit qui paniquait, essayant de donner du sens à un espace que mes yeux ne comprenaient plus. On a fini par se regrouper contre une paroi, juste pour avoir un contact physique, un point fixe. Quelqu'un a proposé qu'on chante pour garder l'esprit occupé. Alors on a fermé les yeux, comme si ça changeait quoi que ce soit, et on a commencé à fredonner des morceaux connus, chacun y allant de sa voix hésitante. Après ce qui nous a semblé une éternité mais qui n'a duré qu'un quart d'heure, peut-être 20 minutes, la lumière s'est enfin rallumée. Notre guide est revenu, visiblement plus stressé que nous, et nous a proposé de reprendre la visite là où on l'avait laissée. Personne n'a accepté. On voulait juste sortir. Et une fois dehors, sous le ciel ouvert, même la nuit semblait lumineuse. Ce n'était pas une grotte à proprement parler, mais un ravin profond, encaissé, bordé d'arbres si denses qu'il faisait presque aussi noir qu'en sous-sol. On l'avait repéré un soir en traînant sur les routes de campagne autour de notre petite ville. À l'époque, au lycée, on passait nos nuits à filmer dans des maisons abandonnées, espérant capturer des vidéos de fantômes avec notre vieille caméra DV. C'était un mélange d'excitation et de bêtises adolescentes. Ce soir-là, on roulait sans but précis quand on est tombé sur ce ravin asséché. Le lit du ruisseau était couvert de feuilles mortes, et la lumière de la lune peinait à passer à travers le feuillage. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai proposé qu'on descende, juste pour voir qui aurait le cran d'aller le plus loin. 3 d'entre nous ont accepté, les autres sont restés près de la voiture, un peu trop nerveux pour tenter le coup. Dès qu'on a commencé à marcher, l'ambiance a changé. On a d'abord croisé un vieux bidon d'1 gallon, vide. Puis un vêtement bleu, froissé, à moitié enterré sous les feuilles. Plus loin, d'autres déchets, un sac en plastique, des boîtes rouillées. On utilisait notre lampe que par intermittence, pour garder l'ambiance authentique, mais l'obscurité nous avalait presque entièrement. Le silence aussi. Puis, d'un coup, j'ai senti un frisson remonter ma colonne, une alerte pure et brutale que je n'ai pas su expliquer. Je me suis arrêté net. Et mes 2 potes aussi. Ils avaient senti la même chose. Une présence. Quelques secondes plus tard, des craquements nous ont encerclés. Des branches brisées, des feuilles écrasées sous des pas rapides, précipités. Le bruit venait du haut du ravin, tout autour. Mon pote a allumé sa lampe, juste une seconde, et on a vu des silhouettes. Plusieurs. Des gens, en train de courir dans tous les sens à travers les arbres, sans un mot. On n'a pas crié. On n'a pas parlé.
On a juste fait demi-tour et couru, à l'aveugle, sans réfléchir, en remontant le ravin aussi vite que possible. C'est un miracle qu'aucun de nous ne se soit foulé une cheville ou pris une racine de plein fouet. On a jailli de la forêt et tapé sur la voiture comme des fous jusqu'à ce que nos amis ouvrent les portes. J'ai pris le volant, démarré à toute vitesse et roulé jusqu'en ville sans m'arrêter une seule fois. 20 bornes de bois derrière nous, sans savoir qui, ou quoi, on avait croisé là-bas. On avait déjà été prévenu par les flics locaux de ne pas traîner dans ces bois. Que des choses terribles s'y étaient produites. Des histoires qu'on n'avait jamais vraiment prises au sérieux jusqu'à cette nuit-là. On aurait pu disparaître. Et personne ne nous aurait trouvés. On a eu de la chance. Rien que d'en parler aujourd'hui, j'en ai encore la chair de poule. Quand on grandissait dans les banlieues de Los Angeles, mon frère et moi passions nos journées à explorer les fossés et les tunnels du réseau d'évacuation des eaux pluviales. Le plus impressionnant de tous commençait dans les collines sous forme d'un tuyau de 1,50 m de diamètre et s'élargissait progressivement pour finir en 3 tunnels de béton parallèles, assez vastes pour faire passer un camion de déménagement chacun. Un jour, on a descendu nos vélos là-dedans et on a parcouru toute la longueur du système sous terre, pour finalement déboucher près du Dominguez Channel, presque au niveau de la mer. Dès qu'on a aperçu la lumière du jour à l'autre bout, on a tous appuyé à fond sur les pédales, une vraie course. Sauf que, sitôt sortis à l'air libre, on a tous fini au sol dans un fracas monstrueux. Le béton à la sortie était recouvert d'algues épaisses et glissantes comme de la glace. On s'est retrouvés en tas, couverts d'écorchures avec cette vase verte incrustée jusque dans nos plaies. Il y a aussi eu cette fois où on aurait vraiment pu y passer. Un système de pompage était en train de vider un bassin de rétention et relâcher des tonnes d'eau dans un tunnel carré de plus de 2 mètres de côté, l'eau arrivant par un tuyau énorme, large comme un homme debout. Plus loin, l'eau montait déjà jusqu'au-dessus des genoux. On avait quoi 14, 15 ans, à l'âge où l'envie de repousser les limites dépasse largement le bon sens. On s'est dit qu'on pourrait traverser quand même, pensant que le niveau baisserait une fois dans la grande section du tunnel. Finalement, et heureusement, on a fait demi-tour. J'ignore ce qui nous a retenus, mais je suis content qu'on ait eu ce sursaut de lucidité. Plus tard, devenu adulte, j'ai continué à explorer, cette fois des mines abandonnées, dans les montagnes et les déserts. C'est un tout autre genre de risque. Plusieurs fois, je suis tombé sur des puits à pic, de 30 à 100 pieds de profondeur, creusés directement dans la roche, parfois à peine signalés, avec juste quelques vieilles planches branlantes jetées en travers comme passerelles. Il suffit d'un pas de travers pour disparaître dans le vide. Ce genre de chute est l'une des principales causes de décès chez ceux qui explorent ces vieux sites. Chaque fois que je vois l'un de ces gouffres, je repense à ces jours où, gamin, on se croyait invulnérable. Ce n'est pas une activité qui donne souvent dans le crépi ou l'étrange, mais certaines situations dangereuses m'ont franchement fait douter de ma propre santé mentale ou de celle des gens qui m'entouraient. À une époque, je faisais partie d'un club universitaire. Même après avoir quitté l'université, j'ai continué à explorer de mon côté, mais un week-end, avec une amie, appelons-la Jane, on a décidé de rejoindre notre ancien club pour une sortie nostalgie, histoire de voir comment les nouveaux s'en sortaient. C'était ce même club qui nous avait formés à la base, et qu'on avait aidé à faire tourner quand c'était notre tour d'être les anciens. La journée s'est plutôt bien déroulée, et dans la soirée, on a décidé de rejoindre le groupe pour une sortie dans une grotte située pas loin du campement. Il pleuvait légèrement, et j'avais un mauvais pressentiment mais je n'ai rien dit. J'ai suivi le mouvement. La grotte en question était un système traversé par une rivière souterraine. On pouvait néanmoins progresser dans des couloirs en hauteur, loin de l'eau. L'entrée, elle, était très étroite, une sorte de tube vertical dans lequel il fallait descendre à tâtons, en se servant de ses pieds pour trouver les prises invisibles dans le noir. Une chute là, c'est 3 bons mètres sur de la pierre dure. Tant qu'on garde la tête froide, ça passe. Mais ça reste franchement limite, surtout pour des débutants. Nous étions une dizaine à entrer. 2 des encadrants restaient à l'arrière avec une fille qui venait de se coincer à l'entrée, paralysée de panique.
C'était sa deuxième sortie seulement, et elle s'était déjà effondrée dans une grotte bien plus large plus tôt dans la journée. Malgré ça, il l'avait emmenée ici. Les autres ont continué à avancer dans les galeries. Moi et Jane, en simples visiteurs, on suivait en silence. À un moment, je demande à la responsable du groupe, une fille que j'avais moi-même formée à l'époque, quelle heure il est. Elle me répond qu'elle n'a pas de montre. Je lui demande alors comment elle compte respecter l'heure du calou. Pour rappel, le calou, c'est le protocole de sécurité de base. On donne l'itinéraire à quelqu'un à l'extérieur avec une heure de sortie prévue, pour qu'il puisse alerter les secours si on ne revient pas. Et là, elle me regarde et me dit qu'il n'y a pas eu de calou. Pas de trousse de secours non plus. Pas de matériel de sécurité. Rien. Je suis resté calme pour ne pas affoler les autres. Je lui donne ma montre, je fixe une heure précise de sortie, et je lui explique clairement que désormais, je suis le calou. Puis je repars vers l'entrée. Je retrouve les deux encadrants toujours bloqués avec la fille paniquée, qui n'a pas bougé. Je leur explique la situation, puis on me demande d'aller chercher un kit de progression verticale, SRT, au cas où elle aurait besoin d'aide pour remonter. Je quitte la grotte, emprunte du matériel à d'autres spéléos restés au campement, et je reviens aussi vite que possible. Pendant ce temps, les autres ont commencé à sortir. L'entrée est difficile, chacun y passe lentement. Et bien sûr, la fille terrorisée bloque le passage. Elle est coincée. Et les deux encadrants sont toujours dessous, sans possibilité de passer. Je l'équipe d'un harnais, je monte un ancrage pour la sécuriser, et c'est là que les premiers signaux tombent, la grotte commence à se remplir d'eau à cause de la pluie. Le niveau monte lentement. Les encadrants tentent de la rassurer doucement, de lui parler avec calme, sauf qu'elle panique de plus en plus. Hyperventilation, tremblement, elle est complètement figée. Et au bout d'un moment, j'explose. Je lui crie qu'elle doit se ressaisir maintenant, qu'il y a deux personnes coincées derrière elle et que le temps presse. Contre toute attente, ça la secoue juste assez pour qu'elle reprenne un semblant de contrôle. Pas assez pour grimper par elle-même, mais elle respire. Alors, j'ai fait ce que je n'aurais jamais dû faire, mais il n'y avait plus d'autre option. Je me suis couché à l'entrée, j'ai attrapé son harnais à deux mains et je l'ai hissé hors de la grotte de force. Elle est sortie. Les deux encadrants aussi. Et tout le monde était sain et sauf. Plus tard, je leur ai dit leurs 4 vérités. Qu'ils jouaient avec la vie des autres. Qu'ils prenaient leur rôle à la légère. Et que s'ils ne changeaient pas de méthode, un jour, ils auraient du sang sur les mains. Je n'ai jamais recavé avec ce club. Et honnêtement, je ne le referai pas. Je fais de la spéléo avec mon père. Il a grandi dans les mines d'uranium, un métier de famille jusqu'à ce que la leur fasse faillite. Les espaces étroits, l'obscurité, les kilomètres sous terre, pour lui, c'est presque une seconde maison. Et moi, j'ai grandi dans son sillage, sans le radon, heureusement, mais avec la même habitude des entrailles de la terre. J'ai descendu en rappel des gouffres dont on ne voyait pas le fond. J'ai grimpé au-dessus de l'une des plus grandes rivières souterraines d'Amérique du Nord. J'ai été presque emporté par une crue éclair. Mais rien, absolument rien, ne m'a fait aussi peur que le jour où j'ai glissé dans une crevasse dont personne ne connaît encore la profondeur à ce jour. Je suis tombé d'une dizaine de pieds, retenu par pur réflexe en m'arc-boutant, dos contre une paroi, pied tendu vers l'autre, bras en appui des deux côtés. Position stable, mais sur de la roche lisse et humide. Et pour couronner le tout, ma lampe frontale s'était déconnectée de sa batterie restée dans mon sac, hors d'atteinte. La seule lumière que j'avais, c'était celle de mon père, là-haut. Il a vite compris que j'étais coincé, et il est reparti chercher une corde. J'étais là, suspendu dans ce puits, dans une obscurité quasi complète. Je ne pouvais ni avancer, ni bouger, ni réparer ma lampe. Alors j'ai attendu. 1 heure, à peu près. Mais dans cet état-là, c'est comme une éternité. Le silence n'était pas un vrai silence. C'était ce genre de vide absolu où chaque bruit devient un vacarme, le sang dans mes tempes, les articulations de mes genoux qui grincent sous la tension,
le petit gravier qui se détache de mes semelles et tombe, sans bruit de fin. Chaque seconde pesait sur moi. Et puis j'ai commencé à voir des lumières. Des flashs bizarres, des formes floues à la périphérie de ma vision. Impossible de savoir si mes yeux étaient ouverts ou fermés. Je ne pouvais pas vérifier sans risquer de perdre ma position. J'ai entendu des bruits, des pas, des mouvements qui n'existaient pas. Mon cerveau, privé de repères, tournait en rond dans le noir. Et moi, je restais là, accroché à la roche comme un insecte dans un piège, incapable de distinguer le haut du bas. Quand mon père est revenu et qu'il a passé la corde, j'ai senti mes jambes trembler, pas de peur cette fois, mais de relâchement. L'angoisse s'est effacée d'un coup, comme si elle s'était accrochée à moi physiquement pendant tout ce temps. Depuis ce jour-là, on ne part jamais sans trop de cordes. Même si la grotte paraît simple. Même si on se dit qu'on n'en aura pas besoin. Parce qu'une chose est sûre, la peur ne vient pas toujours de la chute, mais de ce qu'il se passe une fois que tu t'es arrêté de tomber. J'étais avec mon frère et un ami dans Pepper's Cave, en Arizona. On était assez loin à l'intérieur quand j'ai repéré un petit tunnel qui s'écartait du chemin principal, vers la droite. Un passage étroit, à peine assez large pour s'y faufiler à plat ventre. La roche du plafond me frôlait presque le dos. J'ai dit à mon frère d'attendre 15 minutes. Si je ne revenais pas, il devait venir me chercher. Alors j'ai commencé à ramper doucement dans le tunnel. J'ai avancé sur environ 25 mètres. À ce moment-là, le conduit commençait à bifurquer vers la droite, devenant de plus en plus étroit. À la lueur de ma lampe, j'ai cru distinguer une ouverture au bout. Je me suis dit que ça valait le coup d'aller jusqu'au bout pour voir. Sauf qu'en m'approchant, j'ai compris que ce n'était pas du tout une ouverture. Juste une illusion d'optique provoquée par la lumière et les angles du tunnel. Le passage était beaucoup trop étroit pour continuer. Je me suis dit qu'il était temps de faire demi-tour. Sauf que je ne pouvais pas. La roche pressait contre mes côtes, le plafond était trop bas. Impossible de me retourner. Il ne restait qu'une option, ramper en marche arrière. Pousser avec les bras, glisser centimètre par centimètre sur la poitrine, sans pouvoir voir ce qu'il y avait derrière moi. Après une quinzaine de mètres, j'ai enfin réussi à trouver une petite zone plus large pour me retourner. Mais là, le décor avait changé. Le tunnel ne ressemblait plus à ce que j'avais vu à l'aller. Il y avait une autre bifurcation que je n'avais pas remarquée avant, et sans m'en rendre compte, je l'avais prise. J'étais complètement désorienté. Coincé, seul, à plat ventre dans un couloir de pierre sans aucune idée d'où j'étais par rapport au chemin principal. La panique commençait à monter. J'ai crié, appelé mon frère et mon pote. Silence. J'ai crié encore, plus fort, encore et encore, jusqu'à ce que j'entende enfin quelque chose. Un son lointain, presque étouffé, c'était leur voix. Mais elle venait d'en dessous. J'ai hurlé de toutes mes forces pour que mon frère m'entende. Il m'a répondu, il a commencé à ramper dans ma direction, sa voix se rapprochant petit à petit. Moi, je suivais juste le son. Je ne voyais rien d'autre qu'un tube de roche étroit et sombre. Et puis, d'un coup, au détour d'un virage, j'ai aperçu une lumière. Une lampe, loin devant. Mon frère. À ce moment-là, tout le stress, la peur, la confusion, tout est retombé d'un coup. J'étais loin du bon chemin, vraiment loin, et je ne sais pas ce qui se serait passé s'il n'avait pas fini par me trouver. Mais il m'a retrouvé. Et je n'ai jamais été aussi content de voir une lampe de poche de ma vie. Ce n'était pas une grotte cette fois, mais un tombeau. Je me trouvais seul dans un vaste cimetière antique à l'extérieur d'un petit village en Israël. Il s'agissait de tombes cananéennes, vieilles de plusieurs millénaires. Dans cette région, beaucoup de ces tombes n'ont jamais été fouillées, et le paysage ressemblait à une grande colline hérissée de petites dépressions, autant de puits funéraires menant à des chambres creusées dans la roche. En me baladant entre ces ouvertures à ciel ouvert, parfois très profondes, j'ai voulu m'approcher un peu trop près d'un bord, et j'ai chuté.
La descente n'était pas très longue, peut-être 3 mètres, mais c'était un puits à parois friables, fait de pierres effritées et de gravats. J'ai atterri sans trop de mal, mais je me suis retrouvé coincé là, dans une tombe verticale, creusée il y a des milliers d'années. Il faisait une chaleur écrasante, le soleil en plein zénith, et moi en bas, sans eau, sans réseau téléphonique, complètement seul. Je me souviens avoir levé les yeux vers l'ouverture, aveuglé par la lumière, et pris de cette impression très particulière, un silence absolu, lourd, ancien. Comme si le temps s'était arrêté là. Comme si j'étais devenu partie intégrante de cet endroit. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cette immobilité, dans cette sensation d'avoir été aspiré dans un autre temps. J'ai tenté de grimper, d'agripper les parois, mais chaque prise se désagrégeait dans mes mains. J'avais peur de faire s'effondrer un PAN entier de la tombe et de finir littéralement enseveli dans un lieu conçu pour ça. Ironie macabre et terrifiante. Finalement, après plusieurs tentatives, j'ai réussi à me hisser en utilisant des racines qui pendaient des parois et des pierres un peu plus stables pour prendre appui. Le moment où j'ai repassé la tête à la surface a été l'un des plus intenses de soulagement que j'ai jamais vécu. Personne ne savait où j'étais, je n'avais laissé aucune info, et si je n'étais pas sorti de ce trou, je serais peut-être encore là. Je n'en parle que très rarement, parce que j'ai clairement agi sans réfléchir ce jour-là. Mais après ça, chaque site que j'ai exploré, je l'ai abordé avec une toute autre mentalité, préparé, organisé, respectueux. Cette expérience m'a marqué profondément, pas par une blessure, mais par cette sensation d'avoir frôlé une forme de disparition discrète. Je ne suis pas vraiment ce qu'on appellerait un plongeur spéléo classique. Je suis ce qu'on appelle un plongeur de sump. Un sump, c'est ce point dans une grotte sèche où le passage se noie complètement, et où le seul moyen de continuer, c'est de plonger. Ce jour-là, j'étais en mission d'exploration. Le but, pousser le sump pour voir s'il débouchait sur quelque chose de plus grand, s'il méritait d'être cartographié, ou s'il s'agissait juste d'un cul-de-sac. Tout allait bien au départ. J'ai atteint l'entrée du siphon, enfilé mon équipement, fait les vérifications habituelles, testé les gaz, triplé les contrôles de sécurité. Tout était nickel. Et pourtant, juste avant de descendre, j'ai eu une sensation étrange. Un mauvais pressentiment. Un truc sourd, mais insistant. Étant encore relativement nouveau dans la discipline, je me suis dit que c'était juste un peu d'anxiété mal placée, rien d'anormal. Alors j'ai plongé. Les premières minutes se sont passées sans problème. J'avançais tranquillement, déroulant le fil guide derrière moi. Le conduit était un peu étroit, mais rien de particulièrement préoccupant. Plus j'avançais, plus le passage semblait s'élargir. Je commençais à me dire que j'étais peut-être sur le point de découvrir une nouvelle grande salle, peut-être même un réseau entier. Et puis d'un coup, comme si la grotte avait changé d'avis, tout s'est resserré brutalement. Le passage est devenu si étroit que j'ai dû retirer mes bouteilles et passer en no mount, c'est-à-dire pousser mon matos devant moi en rampant au fond du tunnel. Toujours pas de panique. J'ai déjà pratiqué le no mount, je savais gérer. Je me hissais lentement, centimètre par centimètre, quand j'ai senti une légère traction sur mon pied. Immédiatement, mon cerveau a crié « Bordel !» enchevêtrement de lignes. J'ai atteint ma palme, et bingo, le fil guide s'était emmêlé dans la sangle de mon pied. J'ai commencé à démêler le foutoir quand la vase du fond s'est soulevée d'un coup et m'a aveuglé net. Pour n'importe qui a déjà été dans ce genre de situation, vous savez que c'est comme plonger dans une bouteille d'encre. Plus rien. Pas une ombre. Me voilà donc, seul, à 20 minutes de plongée et 4 heures de marche de l'entrée, coincé, aveugle, avec mes bouteilles devant moi, dans un boyau où je peux à peine bouger. Mon cœur commençait à s'emballer. Et ça, dans une plongée souterraine, c'est le début des vrais ennuis. Heureusement, j'avais encore une bonne heure et demie de gaz sur moi. J'ai décidé de rester immobile, respirer lentement et réfléchir. La seule chose que j'avais le contrôle de, c'était moi-même. Une fois un peu calmé, j'ai commencé à reculer doucement, quitte à emmêler encore plus la ligne. Mon seul objectif à ce moment-là, sortir de ce goulot et retrouver assez d'espace pour réattacher mes bouteilles.
Quand j'ai enfin atteint une section un peu plus large, j'ai remis l'équipement en place. Le silt ne s'était pas dissipé, mais j'avais au moins 30 cm de visibilité, c'était suffisant. J'ai sorti mes cisailles et commencé à découper cette foutue ligne autour de mon pied. Une fois libéré, j'ai retrouvé ma ligne principale et suivi mes flèches de direction jusqu'à la sortie. Je suis sorti de l'eau, j'ai balancé mon matos, et je me suis tiré de là sans demander mon reste. J'y suis jamais retourné depuis, mais je sais que je le ferai un jour. Je suis convaincu que ce passage mène à quelque chose d'énorme, une section encore vierge, peut-être des kilomètres de galeries inexplorées. Mais cette plongée m'a remis à ma place. Elle m'a appris une chose essentielle, la grotte s'en fout de toi. Elle ne t'attend pas, elle ne t'aidera pas. Elle ne veut rien de toi, et elle ne te doit rien. Ce matin-là, cette grotte a gagné tout mon respect. J'ai vu des chauves-souris, des araignées, des traces d'animaux divers dans toutes sortes de grottes, mais rien ne m'a jamais glacé autant que l'idée de rester coincé. Pas à cause d'une bête, pas d'un piège mécanique, juste toi, ton corps et la pierre. Ces endroits semblent infinis dans leur recoin, remplis d'endroits si étroits qu'il suffit d'un mauvais angle ou d'un souffle d'air humide pour que tu t'immobilises, sans moyen de reculer ni d'avancer. Et puis, il y a le pire, la sensation que la roche bouge. Reste suffisamment longtemps là-dedans, à la lumière vacillante d'une frontale, et ton cerveau commence à jouer contre toi. Les parois semblent glisser, lentement. Tu tends les mains, par pur réflexe, comme pour les retenir. Comme si tu pouvais faire quoi que ce soit si elles décidaient de se refermer. Si elles tombent vraiment, elles ne préviennent pas, et elles ne te laisseront pas le temps de réfléchir. Tu n'es rien, juste une silhouette perdue dans la pierre. Là-dessous, tu n'as que ton instinct et ta volonté. Ton esprit est ton seul outil pour garder ton calme, pour ne pas céder à cette voix qui te chuchote que tu ne ressortiras peut-être pas. Et malgré tout ça, ou peut-être à cause de ça, c'est grisant. Une peur pure, une tension constante, qui devient presque une drogue. Tu sors, enfin à l'air libre, et tu veux déjà y retourner. Je suis allé faire de la spéléo en France quand j'étais au collège, et avec le recul, il y a deux moments qui me semblent à la fois absolument terrifiants, et probablement pas du tout adaptés à des gamins de 13 ans. Le premier, c'était lors de la descente dans une cavité via un système de poulies avec assurage. Un vrai trou dans le sol, qui ouvrait sur le noir complet. Mes camarades étaient déjà en bas, et moi, l'un des derniers à descendre. Sauf qu'ils avaient tous éteint leur lampe frontale et m'attendaient dans le silence total. Je ne voyais rien. Pas le sol. Pas leurs ombres. Juste du noir. Et au moment où mes pieds ont touché quelque chose de ferme, ils m'ont tous attrapé en même temps. Des mains partout, surgies du néant. J'ai hurlé. Et pas une petite peur maîtrisée, un vrai cri de panique. Même si je savais intellectuellement qu'ils étaient là, mon cerveau a complètement vrillé. Le fait de ne pas savoir à quelle hauteur je me trouvais, de ne pas sentir le sol avant qu'ils me saisissent, ça a tout amplifié. J'ai mis un moment à m'en remettre, et eux, évidemment, se sont écroulés de rire. Le deuxième moment, c'était sur le chemin du retour. Pour sortir, il fallait traverser une formation rocheuse surnommée le cercueil. L'ambiance était posée dès le nom. Il fallait s'allonger sur le dos et se faufiler entre deux couches de roches, le plafond si bas qu'on pouvait à peine respirer à fond. À un moment, mon casque s'est coincé. Pas une petite gêne, vraiment coincé. Et mon attache de menton était trop serrée pour que je puisse l'enlever. J'ai paniqué. J'ai commencé à gigoter, à me débattre, à pousser avec mes talons, le souffle court, comme si chaque mouvement allait aggraver la situation. Les parois pressaient contre ma poitrine, ma nuque bloquée, et j'étais complètement à l'envers dans ma tête. Je me souviens avoir hurlé, ou du moins tenté, parce que je ne pouvais même pas lever la voix correctement. Puis, d'un coup, dans un de ces gestes désespérés qu'on n'arrive même pas à reproduire plus tard, j'ai réussi à me tordre juste assez pour libérer mon casque. J'ai glissé en avant, le cœur explosé, le visage trempé. On a fini la sortie, mais ce moment-là je l'ai gravé.
Depuis, même dans les endroits étroits, je touche toujours mon casque et son attache par réflexe. Ça reste probablement l'un des souvenirs les plus flippants de mon adolescence, et pourtant, sur le papier, c'était censé être une sortie éducative. John Edward Jones était un jeune père de famille, passionné de spéléologie depuis l'enfance. Il avait 26 ans, en bonne santé, heureux en famille. En novembre 2009, il décide de revisiter la Nutty-Putty Cave, dans l'Utah, un réseau de tunnels étroits qu'il connaissait depuis l'adolescence. Avec son frère Josh, ils entrent dans la grotte dans l'après-midi, bien équipés, confiants. L'endroit est connu pour ses passages serrés, mais rien d'insurmontable. À un moment, John aperçoit un boyau qu'il pense reconnaître, un passage qui mènerait à une salle plus vaste. Il s'engage dedans, rampant lentement, mètre après mètre. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il s'est trompé. Le tunnel qu'il emprunte n'est pas celui qu'il pense. Plus il avance, plus le passage se rétrécit. Et à un moment, il est trop tard. John est coincé. Tête en bas. Le torse comprimé. Les bras coincés le long du corps. Il ne peut plus reculer. Rapidement, son frère comprend que la situation est grave. Les secours sont appelés. Ils arrivent vite, mais la configuration est cauchemardesque. Impossible de le tirer sans lui briser les os. Il est en position verticale inversée, le sang affluant à la tête, et chaque minute le rapproche du point de non-retour. Les secouristes font tout, ils creusent autour de lui, installent des poulies, parlent avec lui pour le rassurer. John reste lucide, il prie, il parle à sa femme par radio, il chante même des cantiques avec les secouristes. Mais son corps commence à lâcher. Après 27 heures d'efforts, un système de poulies cède. Et là, les secouristes comprennent, il ne sortira pas. Il meurt peu après, paisiblement, épuisé. La grotte a été fermée et scellée. John repose à jamais là où il s'est coincé. Son histoire est devenue une leçon tragique pour tous les amateurs de spéléologie. Même les plus expérimentés ne sont jamais à l'abri d'une erreur de jugement dans un environnement aussi impitoyable. C'est une histoire qui commence comme beaucoup d'explorations, par la passion. Johann Westhoser est un spéléologue aguerri, un de ceux qui voient dans les entrailles de la Terre une frontière encore sauvage. En juin 2014, il descend avec 2 collègues dans une grotte titanesque, profonde de plus de 1100 mètres, nichée dans les Alpes bavaroises. À près de 1000 mètres sous terre, le trio progresse dans les boyaux étroits et humides. Johann passe le premier dans un passage étroit quand une chute de pierre, imprévisible, brutale, le frappe à la tête. Il est sonné, sérieusement blessé. Ses compagnons comprennent vite qu'il ne pourra pas remonter seul. Et là, commence une mission de sauvetage hors norme. L'un des coéquipiers remonte pendant 11 heures d'ascension périlleuse pour alerter les secours. Pendant ce temps, Johann lutte contre la douleur et l'inconscience. Il est dans un état semi-comateux. L'humidité, le froid, l'obscurité, tout est contre lui. Quand l'alerte est donnée, une opération européenne sans précédent se met en marche. Des spécialistes venus d'Allemagne, d'Italie, de Suisse et d'Autriche affluent. En tout, plus de 700 personnes participent au sauvetage, dans une organisation militaire de précision. Des médecins descendent pour stabiliser Johann, des cordistes installent des relais, des bivouacs, des points de communication. Il faudra près de 2 semaines pour réussir l'impossible, remonter un homme blessé d'1 kilomètre sous terre, dans une grotte qui ne pardonne rien. Le moindre faux pas, la moindre glissade pourrait être fatale. Chaque mètre est un combat. Mais contre toute attente, Johann survit. Il est extrait, pâle, affaibli, mais vivant. Cette opération est encore aujourd'hui une référence en matière de secours souterrain. Elle a montré que même dans les endroits les plus inaccessibles, la solidarité humaine peut franchir l'impossible. Au nord de Boracay, aux Philippines, il y a une grotte absolument magnifique et terrifiante. L'accès se fait par une descente abrupte d'100 de pieds entre des blocs de pierre couverts de guano.
L'ouverture de la grotte est large, impressionnante, mais une fois arrivé au fond, la lumière disparaît très vite. Si tu pointes ta lampe torche vers le plafond, tu peux voir des centaines de chauves-souris géantes suspendues là, des spécimens endémiques aux Philippines, énormes, imposants. Si tu diriges la lumière vers le sol, tu tombes sur des amas de serpents marins violets et bleus. Venimeux, mortels. Si tu te fais mordre, on dit que tu as une trentaine de minutes pour trouver de l'aide. Le problème, c'est qu'il faut au moins 20 minutes de grimpe pour ressortir de là et rejoindre la jungle. Mais ce n'est pas ça qui m'a le plus marqué. C'est l'eau. Tout au fond de la grotte, on débouche sur une sorte de lagon souterrain, une île encerclée d'un océan bleu limpide, presque irréel. La lumière de la mer se diffuse à travers les roches, illuminant la grotte comme un sanctuaire englouti. C'est à couper le souffle. Et pourtant, c'est là que tout devient vraiment dangereux. Si t'es stupide ou courageux, difficile de dire la différence dans ce genre de moment, tu sautes dans cette eau. Et si t'es encore plus fou, tu explores les tunnels submergés qui s'ouvrent sous la surface. À marée basse, ça peut passer. À marée haute, tu ne t'y aventures même pas. Mais quand la chance te joue un sale tour, que tu plonges sans te poser de questions, tu peux te retrouver piégé sous les rochers, dans un tunnel sous-marin, pendant que les vagues s'y engouffrent violemment avec la montée de la marée. J'ai paniqué. Littéralement. Je suis resté bloqué sous un plafond de pierre, la tête heurtant la roche, l'eau montant de plus en plus vite. Mes potes grimpaient un boyau vertical creusé par l'érosion qui menait vers la salle principale. Je les attendais, pris entre le vide et la noyade, entouré de serpents qui sifflaient dans l'obscurité. Mon cœur battait à m'en faire mal, et je me suis hissé dans ce putain de trou comme si ma vie en dépendait, parce que, très franchement, c'était probablement le cas. Et pourtant, ce n'est pas cette scène-là qui m'est restée le plus en travers. Sur le chemin du retour, dans la jeepney qui nous ramenait en ville, on a percuté un chien errant. Il a titubé hors de la route en boitant, sûrement avec une patte brisée. On n'a pas pu s'arrêter. On était encore secoués, silencieux, et cette image a collé une amertume à ce qui avait été l'une des aventures les plus spectaculaires et les plus dangereuses de ma vie. J'ai grandi dans le désert, là où les anciens puits de mines abandonnés sont aussi courants que les cactus. On passait notre temps à les explorer pour le fun, même si on savait qu'il y avait toujours un certain niveau de danger. C'était pas rare de tomber sur des caisses de dynamite oubliées, rouillées, ou des morceaux d'équipement de l'époque minière, figés dans le temps. Un jour, on a décidé de descendre dans un puits vertical. Il y avait une vieille échelle en métal qui descendait par section, avec des plateformes tous les 6 ou 7 mètres, chacune équipée d'une trappe pour continuer plus bas. On était une petite bande, 6 ou 7 en tout, et on a commencé la descente. Plus on descendait, plus l'air se faisait lourd, humide. On est allé jusqu'au bout du puits, probablement à 200 mètres sous terre, peut-être un peu plus. Tout en bas, l'eau avait envahi le fond du puits. Une étendue sombre et glaciale. Et, dans un mélange de défi et de stupidité, on a décidé d'aller s'y baigner. Flotter dans une eau noire, au fond d'une mine, c'est une expérience étrange. T'as l'impression que quelque chose pourrait surgir de l'ombre à tout moment. Mais finalement, c'est pas ça qui m'a fait flipper. C'est quand on a commencé à remonter que les choses sont devenues vraiment bizarres. Alors que je grimpais lentement, je regardais vers le haut et j'ai vu une lumière. Une lampe torche. Elle bougeait vite, comme si quelqu'un descendait à toute vitesse. J'ai d'abord pensé à un des nôtres. Puis j'ai compris que ce n'était personne de notre groupe. J'arrive à une plateforme, j'ouvre la trappe, je passe la tête, et là, sur ma droite, une lumière me fonce dessus. Un gros coup de faisceau en plein visage, puis bam, la trappe se referme brutalement. Quelqu'un était dessus. Je pousse, rien à faire. La personne au-dessus tenait la trappe fermée avec tout son poids. Coincé, seul entre deux niveaux d'un puits vieux de plusieurs décennies, sans savoir qui était au-dessus de moi ni ce qu'il voulait. Pendant 5 bonnes minutes, je suis resté là, à tambouriner, à crier, à essayer d'ouvrir la trappe. Finalement, elle s'est ouverte. C'était un pote à nous.
Il avait reconnu nos voitures garées à l'entrée du site, avait décidé de venir nous faire une blague. Il n'avait aucune idée de la panique que ça avait provoquée. On en a ri plus tard, bien sûr. Mais sur le moment, c'était glaçant. Être coincé sous terre, sans issue, face à une silhouette inconnue, c'est un genre de peur primitive que je ne souhaite à personne. Depuis ce jour-là, même quand on retourne dans ce genre d'endroit, on prend les blagues un peu plus au sérieux. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.